Dans cette vidéo, Christiane Lacroix et moi, Josiane Caron-Santa, ergothérapeute, on vous présente notre nouveau livre « 10 questions sur le trouble développemental de la coordination chez l'enfant et l'adolescent. Mieux comprendre pour mieux intervenir ». Bonne écoute! C'est un ouvrage qui est, on voulait, convivial, accessible, mais tu sais, on souhaitait que la personne qui lise le livre dise ah wow, j'ai vraiment appris en lisant ça, ça va vraiment m'être utile. Puis surtout il y a une foule de stratégies qui ont été incluses aussi dans le livre. C'est ça le livre, la collection, c'est 10 questions sur. Donc le premier défi était vraiment de trouver les 10 questions les plus pertinentes. Alors, ça, on a fait un beau travail là-dessus. On est très contente du choix des 10 questions. Puis, je pense que tout le monde va s'y retrouver, là, autant les parents, les intervenants, euh, les éducatrices spécialisées, les profs. Ouais, ça devrait. Oui, les médecins aussi. Oui. Oui. OK. Donc, la numéro 1, bien sûr, c'est le B.A.B.A., hein? Le TDC, qu'est-ce que c'est? Donc, on aborde vraiment des questions un petit peu plus théoriques. Et pourquoi on veut définir c'est quoi le TDC? Parce que un des grands mythes, est-ce que c'est un trouble sérieux? Est-ce que c'est juste des retards moteurs? On en connaît tous des gens qui sont pas bons, entre guillemets, en motricité. C'est pas ma force, je suis plus intello. Fait que, il y a une différence, hein, Christiane, entre avoir un retard moteur ou juste pas avoir un tempérament, une personnalité, un corps moteur en général et un TDC. C'est un petit peu comme la différence entre avoir une personnalité un peu inquiète, puis avoir un trouble de l'anxiété généralisée. Donc, ça se ressemble. On peut être un peu maladroit, trébucher, s'enfarger, pas être très bon à comme, pédaler ou écrire ou tout ça, mais ça veut pas nécessairement dire que tu as un trouble moteur pour autant là, de la coordination. Fait que effectivement, il faut faire attention. Puis ça, ben on l'explique bien, c'est quoi un TDC dans le premier chapitre. Puis on explique aussi toute l'histoire de l'évolution de la terminologie du terme, hein, parce que ça a changé tellement souvent de nom que tout le monde est mélangé. Donc avant, c'était la dyspraxie, ça a changé, c'est pour le TAC, trouble d'acquisition de la coordination. Et puis là, ben, c'est le TDC. Fait que je pense que là, ça devrait plus changer. J'espère. Oui, effectivement, c'est mélangeant et il n'y a pas encore énormément de ressources juste TDC, trouble développemental de la coordination. Donc, le terme dyspraxie est encore valable dans le vocabulaire quotidien. On réfère aux mêmes troubles, mais il y a eu de l'évolution. Il y a eu aussi toute une communauté internationale qui s'est penchée sur les bonnes pratiques par rapport à l'évaluation, l'intervention du TDC. Et ça, on a pris soin de tout inclure ça. OK. Alors, la 2, c'est comment savoir si c'est un TDC. Alors, tu le mentionnais tout à l'heure, hein, les critères diagnostiques du DSM-5. Alors, bien sûr, ils se retrouvent dans le livre. On explique quels sont ces critères-là, quels sont les signes précoces. Il y a quand même plusieurs témoignages aussi parce que c'est une étape assez importante, hein, l'avènement du diagnostic dans la vie des parents et de l'enfant. Donc, on a pris soin de bien en parler aussi. Et toute la poutine, que je dirais, pour parler en québécois, de comment on fait pour obtenir un diagnostic, c'est assez compliqué, hein, comment s'y retrouver, soit quand un parent ou même un enseignant. Alors, voilà, on parle des questionnaires qui peuvent être utilisés et bien sûr, on parle du fait que c'est un diagnostic d'exclusion. On rentrera pas dans les détails là, vous irez lire dans le livre, mais ça nous amène à parler des troubles qui sont associés aussi, les troubles associés au TDC, puis comment départager l'un et l'autre. Oui, puis on a pris soin de évoquer un peu les différences en Europe parce que c'est un peu différent à certains niveaux aussi Mhm. dans le Mhm. livre. Et tu as raison, c'est pas un processus simple. Même une fois que la famille arrive au diagnostic, ce n'est que le début du cheminement. Parce que c'est pas un trouble justement qui est bien connu et malheureusement,
sous-entend parfois que c'est dans le tempérament, dans la personnalité de l'enfant, donc il est paresseux, il fait pas assez, il fait pas d'efforts, c'est pour ça qu'il est en difficulté. Je lui ai montré plusieurs fois, il retient pas, donc il se force pas, puis c'est pas ça du tout. C'est un réel trouble, et de là, c'est un cheminement qui est complexe, émotif aussi pour le Mhm. parent. On a pris soin de parler du chemin qui est peut-être un peu différent en Europe. On a aussi adapté certains mots, plus des québécismes ou des mots qu'on utilise vraiment couramment ici, puis moins en Europe. Donc, on a mis entre parenthèses puis en italique le mot qui correspondrait en Europe. Celui qui me vient en tête, c'est sac d'école. Donc, nous, on dit un sac d'école, mais là-bas, ils disent plus un cartable. Donc, on a écrit les deux pour pas qu'il y ait de confusion. La 3, comment créer des conditions favorables aux apprentissages moteurs. Les grands principes qu'il faudrait mettre en place, qui peut aider l'enfant à cheminer, donc à développer Mm. autant que possible sa coordination, mais aussi comment fonctionner avec son développement moteur actuel au quotidien. Donc, on explique dans le fond des principes qui peuvent être mis en place pour la plupart des choses qu'on parle de tâches Mm. motrices liées à l'habillage ou bien à l'éducation physique ou à vouloir Déjà, entreprendre des loisirs ou ouais. C'est c'est ça. ça, des règles d'or, des quatre grandes clés, tout ça, puis de pas oublier de s'occuper de soi aussi pour être capable de s'occuper de l'autre. Donc, qu'il s'agisse soit du parent comme tel ou bien de l'enseignant par contre. Fait que ça, c'était notre 3. La 4, comment l'ergothérapie peut-elle aider? Parce que bien sûr, hein, c'est souvent nous, les ergothérapeutes, qui sommes appelés au front. On intervient beaucoup, beaucoup avec auprès de cette clientèle-là. Donc, on trouvait ça essentiel de placer ça dans une question en soi. Alors, on parle des approches qui sont favorisées aussi. Mais vous serez pas étonnés, les ergothérapeutes, d'entendre qu'on parle de l'approche coop. Alors, elle est bien expliquée et il y a un exemple aussi bien concret qui est fourni, qui peut vraiment mettre en lumière là, concrètement comment la mettre en pratique. Il y a d'autres exemples aussi avec d'autres approches entre autres la Neuromotor Task Training, la NTT ou l'imagerie motrice aussi, et quelques principes là, généraux d'intervention là, en ergothérapie. Et la 5, comment aider l'enfant à développer son autonomie à la maison et à la garderie. C'est intéressant de soulever que l'enfant avec un TDC va généralement recevoir un diagnostic plus autour de 7 ans. Puis, pour certains enfants, ça peut être un petit peu plus jeune quand c'est un peu plus sévère. Certains médecins vont le mettre. Donc, à la garderie, généralement, l'enfant va pas avoir d'identification, va pas nécessairement le savoir, mais si on le soupçonne, les stratégies peuvent être quand même mises en place. En faire plus que moins, c'est toujours soutenant pour les enfants, même si on n'est pas certain. Donc, là, on est dans le concret et c'est ça que tu montrais, des exemples de supports et tout ça. Puis, beaucoup de boîtes à outils. Ce que le livre contient, c'est un gros code QR au début. Et le code QR mène à une page ressources sur mon site où là, on a placé des exemples de supports visuels, d'équipements, d'adaptation et tout ça. Fait qu'au fur et à mesure de la lecture, parfois, vous allez tomber sur un petit icône boîte à outils. Puis là, ça vous dit, ah, si vous allez sur la page ressources, vous pourrez voir un exemple. Ça peut être une vidéo, ça peut être une photo, ça peut être un lien vers une ressource. On va Exactement. parler, c'est ça, habillage, brossage de dents, utilisation de la toilette, douche, Mhm. Mhm. repas, Ouais. responsabilité du quotidien, l'autonomie pour l'école, pas mal ça. Ensuite, la 6,
c'est justement comment composer avec un TDC à l'école. C'est un autre gros morceau, hein. C'est souvent là que les problèmes ressortent parce que les parents, évidemment, comme parents, on a souvent tendance à pallier les difficultés, à faire à la place de l'enfant. On dit, ah, c'est pas grave, c'est plus long, mais bon, mais quand l'enfant arrive à l'école, c'est une autre histoire. C'est vraiment une autre paire de manches. Donc, alors là, finalement, ben, on propose différentes stratégies gagnantes, tant en lien avec comme le mobilier que les outils, que les façons de faire, le matériel, le rangement, des méthodes, des stratégies vraiment concrètes aussi avec plein de petites boîtes à outils. Une belle grosse section aussi sur l'éducation physique parce que c'est une des matières qui pose problème, bien sûr. Et des beaux exemples, les déplacements aussi vers l'école qu'il faut pas négliger, hein, au niveau de la sécurité. Alors, parce que souvent, quand on a un TDC, on a aussi un TDA ou un TDAH qui peut compliquer la chose. Hein, je reviens avec l'éducation physique, on a encore là pris soin de mettre un exemple concret sur comment l'enseignant ou l'enseignante en éducation physique peut adapter sa façon de faire ou modifier pour tenir compte des défis de l'enfant qui a un TDC. Oui, c'est une réalité importante de savoir que les troubles associés sont très présents et vont compliquer. Et tu viens de nommer le TDAH. Je pense que c'est jusqu'à 50% du temps où il va coexister le TDC avec le TDAH. Donc, un double enjeu Oui. pour l'enfant. Et pour l'adulte aussi, pour déterminer quelles stratégies vont être les bonnes. Chapitre 7. Comment aider le jeune avec son écriture? Le sujet chouchou de Josiane, la question numéro 7. Il a fallu faire un chapitre pour cela seulement. On ne l'a pas mis dans le scolaire parce que c'est tellement important. Le pourcentage d'enfants qui ont des difficultés d'écriture lorsqu'ils ont un TDC est énorme. C'est une des sphères qui leur pose beaucoup de problèmes. Et on parle de pourquoi ces problèmes-là arrivent, on décrit les problèmes, oui, mais surtout, on y va dans des stratégies concrètes sur comment préparer l'enfant à l'écriture. Donc, peut-être qu'il n'a pas de diagnostic encore, puis de là, le livre demeure pertinent lorsque soit on soupçonne comme parent que notre enfant pourrait avoir ça parce qu'il y a des grands défis moteurs ou qu'on est intervenant. Bien, même si le diagnostic n'est pas là, si l'enfant s'en va vers l'écriture, il y a plein de choses qu'on peut faire pour prévenir les difficultés d'apprentissage. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire au moment où on l'accompagne dans l'apprentissage? Donc, des stratégies puis des informations à connaître pour les enseignants de première année au Québec. Là. Quand on apprend l'écriture en Europe, c'est un petit peu plus jeune. Et quand ça devient difficile, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment on peut naviguer un peu la difficulté? Tout le sujet du passage à l'ordinateur aussi, quand est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce qu'il y a des approches plus appropriées, des façons de faire? On aborde ça aussi. Ça fait pas mal le tour, hein? Oui, tu as fait un très bon résumé avec toujours des beaux petits témoignages. Et aussi, on a inclus des échantillons scolaires, des images de ça à quoi ça peut ressembler, l'écriture d'un enfant qui a un TDC. C'est vraiment des vraies situations. C'est parmi ma clientèle. La 8, comment aider les jeunes à développer une saine estime personnelle. Puis ça, vraiment, ça me tient très, très à cœur, ce sujet-là. Je le dis toujours aux parents. Tu sais, votre enfant est en train de se construire. Donc, moi, tu sais, je trouve ça vraiment important de prendre soin de l'aider à développer sa confiance d'abord et puis pour l'aider ensuite à avoir une idée plus juste là de ses forces, de ses défis, puis donc une idée plus une image plus réaliste de son estime de soi. Alors encore là, on trouvait ça important, Josiane, de l'inclure dans le livre.
Le départ est vraiment d'expliquer à l'enfant son diagnostic, donc lui expliquer c'est quoi dans des mots qu'il peut comprendre aussi, avec des mots qu'il peut comprendre, de l'aider à l'expliquer à son entourage aussi, comment aider l'enfant à mettre ses forces en lumière, parce qu'ils en ont des forces, ces enfants-là. Quelles sont les stratégies qui peuvent être utilisées, puis aussi peut-être les pièges à éviter comme parents. Donc, d'éviter peut-être de trop vouloir alléger le quotidien de l'enfant, d'éviter peut-être des maladresses qu'on pourrait commettre avec notre enfant. J'en dis pas plus, vous allez le découvrir. La question 9, comment aider le jeune dans ses loisirs? Mhm. On ne se le cachera pas que les loisirs plus sédentaires sont attirants pour l'enfant avec un TDC. Il y a les écrans, mais oui, il y a tout simplement la lecture qui est un excellent loisir, tout ce qui est artistique. Oui. Ça pourrait être aussi dans ses intérêts, effectivement. Donc, on va accompagner le lecteur pour trouver des stratégies pour aussi investir les loisirs moteurs qui sont vraiment importants d'un point de vue santé. Okay? La santé physique, ça débute par des habitudes de vie actives. Et d'emblée, on le sait qu'être un enfant, Santé Canada nous le dit, ça a besoin de bouger un enfant, ça a besoin de faire beaucoup de loisirs très, très actifs. Juste pour l'aspect santé, parce que cet enfant-là va vieillir et va devenir un adulte qui, s'il n'a jamais bougé durant son enfance, ben, il risque de moins bouger et il peut avoir des répercussions. Donc, comment amener l'enfant à trouver un loisir, des sports qui vont lui convenir? On va parler aussi de l'importance de quand même explorer puis des stratégies, des activités sportives auxquelles l'enfant va devoir participer, que ce soit en éducation physique ou dans des contextes sociaux. Donc, on parlait d'estime de soi il y a un instant, mais c'est sûr que si moi, j'arrive pas à faire du vélo ou j'arrive pas à faire un jeu de ballon d'équipe, ben ça peut avoir un impact sur mon sentiment d'être capable de m'inclure dans un groupe social et de participer à des activités avec des pairs. Donc, comment on navigue dans le fond ce sentiment-là de se sentir compétent, se sentir assez compétent pour avoir le goût d'essayer de participer pour que j'aie une chance de m'améliorer au fil du temps et pas tomber dans le cycle opposé qui est j'aime pas, je me sens pas bon, je le fais pas, j'ai pas de résultat, puis effectivement, ça se passe pas bien quand je le fais. On veut favoriser les sentiments d'engagement, hein, évidemment. Ouais, Qu'il y ait un ouais. engagement, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut se sentir un minimum compétent aussi, comme tu le disais. Donc, c'est de jouer avec tout ça. Et la dernière, Josiane, comment entrevoir l'avenir? Alors, est-ce que tout est gâché quand on a un TDC? Non, tout n'est pas gâché. On a des beaux exemples dans les témoignages des jeunes, des jeunes adultes dans le livre. Donc, tout n'est pas gâché, mais il y a il y a certains aspects de la vie qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Donc, on explique bien l'effet aussi, évidemment, si l'enfant ou le jeune adulte a un TDC léger versus modéré ou plus sévère. Évidemment, vous ne serez pas surpris d'entendre que l'effet, hein, l'impact sera pas le même dans sa vie. Alors, on aborde ça dans la dernière question. On aborde aussi la conduite automobile. Donc, c'est un point qui est très, très important dans la vie d'un jeune, puis qui touche la sécurité aussi, puis qui touche l'autonomie certainement pour être capable de se déplacer pour aller à son travail, à l'école, voir ses amis, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on parle d'autre, Josiane, à l'aide? Euh, Mais les perspectives de travail, d'avenir, d'autonomie, c'est ça parce que ça n'est une question qui arrive rapidement ouais. dans le cheminement d'une famille, qui est, OK, là, Mhm. c'est difficile, mon enfant est jeune, il vient d'avoir un diagnostic, mais est-ce que
il va être indépendant un jour. Est-ce qu'il va pouvoir travailler? Est-ce qu'il va pouvoir conduire une voiture? Donc, tu l'as décrit. C'est sûr que ça dépend du niveau de sévérité, Ouais. mais ça dépend aussi des interventions auxquelles l'enfant a eu accès. Puis ça, c'est ce que la littérature scientifique démontre, c'est que lorsque l'enfant est accompagné, il va développer des stratégies, son estime de lui va se maintenir, il va s'engager davantage dans sa vie motrice et il va développer des stratégies d'adaptation qui vont fonctionner pour lui et va être, grâce à ça, autonome et va pouvoir faire un métier qui a peut-être un petit peu plus de composantes motrices que la personne qui n'aurait jamais eu de diagnostic et qui aurait navigué la vie en se disant je suis pas tellement moteur, puis je suis juste maladroit, puis je ferai pas. D'autant plus que ça. Donc, les points de contact durant l'enfance, l'adolescence et la vie adulte avec un intervenant ont un impact sur la qualité de vie à l'âge adulte. Ouais. Voilà. Puis à la fin, dans ces livres-là de 10 questions sur le TDC, il y a toujours les fiches synthèse qui sont vraiment un résumé de chacun des chapitres. Et ce que je trouve bien intéressant dans le livre, c'est qu'on a recueilli des témoignages de parents qui ont un enfant, qui ont un TDC. Et c'est vraiment une belle valeur ajoutée au livre. Et donc, on a des témoignages de parents, mais non seulement de parents, on a aussi des témoignages de jeunes qui ont eux-mêmes un TDC. Fait que c'est intéressant d'avoir leur perspective. Alors, on espère qu'on vous a donné le goût d'en connaître davantage sur le TDC. Et on vous rappelle que c'est un ouvrage qui s'adresse au grand public, qui est vulgarisé, mais pas moins sérieux pour autant. Et on vous rappelle aussi qu'on va être au Salon du Livre de Montréal, pas ce week-end-ci, mais le prochain. Le 22, samedi le 22. Sinon, le livre va être en librairie le 19 novembre partout au Québec, dans les pharmacies probablement aussi, Oui. et en Europe, date incertaine, mais possiblement début décembre pour se procurer Ah, merci. le, Merci beaucoup pour le votre livre. temps. Puis on se dit à Voilà. bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été là ou visionné en différé. Bye! Bye!